Alors, bonsoir à tous, bienvenue ici à la maison diocésaine de l'Église catholique dans le canton de Fribourg. Pour cette soirée, nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir, chacun d'entre vous qui êtes présent ici ce soir. Avec nous, on est ravis d'accueillir Fabrice Adjadj. Fabrice, vous êtes né en 1971, vous habitez à Fribourg avec votre famille depuis 2012. Vous êtes directeur de l'Institut Philanthropos qui est situé à Bourguillon. Philanthropos, qui est un institut d'études qui permet à des jeunes de pouvoir prendre une année de réflexion et de formation sur la personne humaine, ce qu'est la personne humaine. Et vous n'êtes pas que ça, vous êtes aussi écrivain, philosophe, auteur de nombreux ouvrages, de différents styles d'ailleurs, des livres d'art, des pièces de théâtre, des essais. Un de vos sujets de prédilection, tout ce qui est la réflexion et l'analyse autour du fonctionnement de nos sociétés modernes, technologiques, et l'analyse de tous les impacts que ça peut avoir sur nos modes de vie. D'où le thème de notre soirée, monde numérique, entre présence et absence. On en a une jolie illustration ce soir, puisque notre conférence, il y a une partie de l'Assemblée qui est présente, en chair et en os, et une partie qui est présente mais absente, puisque cette conférence est diffusée en direct sur la chaîne YouTube de l'Église catholique dans le canton de Fribourg. Avec vous, Fabrice, ce soir, on a la joie d'accueillir aussi Galdric Drapé, qui est un jeune père de famille, enseignant en philosophie et en histoire. Il a l'habitude de vous donner la réplique puisque vous animez ensemble une émission de radio qui s'appelle Matière à penser et que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Radio Notre-Dame ou sur le site de l'Institut Philanthropos. À toutes les personnes qui nous suivent, à vous qui êtes là présentes dans cette salle ce soir, à ceux qui nous suivent directement sur YouTube, la soirée va se dérouler en deux temps. Un premier temps d'échange plutôt entre Fabrice et Galdric, et puis un deuxième temps autour de vos questions, vos interpellations, vos interrogations. Gardez plutôt vos questions, notez-les sur un bout de papier, gardez-les plutôt pour la deuxième partie de la soirée. Et puis ceux qui nous suivent directement sur YouTube, vous pouvez poser vos questions sur le chat et nous y répondrons aussi en deuxième partie de soirée. Galdric, Fabrice, à vous la parole, merci d'être là. Et puis, belle soirée à chacun. Merci Paul. Fabrice, en préparant la conférence de ce soir, j'ai eu l'idée de poser cette question à mes élèves aujourd'hui. Si on vous laissait le choix entre une privation totale de votre liberté, mais en vous laissant un accès illimité à votre téléphone, votre PS5 et votre télé, ou alors une liberté complète, mais sans accès à quelque support numérique que ce soit, qu'est-ce que vous choisiriez ? Eh bien, une immense majorité de ma classe a répondu « on choisirait d'être emprisonné avec nos gadgets ». Ma question, et ce constat en fait, Gunther Anders le faisait déjà en 1954, ma question c'est comment se fait-il, pourquoi le numérique est-il si attirant, si captivant, qu'on puisse le préférer même à notre propre liberté ? Alors, l'alternative que vous proposez, elle est quand même elle n'est pas sans piège. Alors, vous avez parlé de liberté, bon, c'est de la liberté de mouvement dont il s'agit. Et je crois que chacun voulait jalousement conserver, disons, sa liberté de connexion, qui est un autre type de liberté. Donc déjà, de quelle liberté parle-t-on ? Et ensuite, je voudrais tout de suite corser le problème. Parce que je me suis posé la question à moi-même, sachant que dans mon cas, ce serait sans doute pas d'avoir un téléphone portable ou d'avoir de regarder la télévision, mais si on me donnait l'alternative entre vivre dans une bibliothèque, en ayant quand même la liberté d'y recevoir quelques amis, quelques personnes, et sans jamais pouvoir en sortir, avec une fenêtre quand même, et la possibilité de circuler n'importe où, dans des accords de Schengen étendus au monde entier, mais sans pouvoir lire un seul livre, eh bien, je crois que je choisirais aussi la bibliothèque. Et si on pousse le problème un petit peu plus loin,
on pourrait même dire que il y a eu dans l'histoire de l'Église des reclus, des recluses plus spécialement, auquel d'ailleurs saint Aelred de Rielvaux, que vous connaissez, c'est un ami de Saint Bernard, puisque vous connaissez bien Saint Bernard, il a écrit un traité sur la vie des recluses, auquel il faisait cette remarque, parce qu'il y avait des recluses, mais depuis le petit lieu où elles étaient, et elles avaient un guichet pour être en lien avec le monde extérieur, elles étaient capables de gérer des domaines, des affaires mondaines, etc. Et Aelred leur disait, mais c'est pas ça la vie de recluse. Voilà, vraiment être une solitude pour Dieu. Donc, la vie monastique est une vie sous clôture aussi. Et c'est pour ça que... alors, est-ce que je suis en train de vous dire que vos étudiants, vous avez l'impression que ce sont des geeks, mais que derrière cela, il y a un appétit monastique, un retour du refoulé monastique, d'une certaine façon, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre, ils n'ont pas la culture pour savoir ce dont il s'agit. Si je fais ce rapport, c'est pour montrer que la question n'est pas si simple. Et que il y a une sorte d'illusion, avant même la dénonciation de l'illusion, des écrans, du virtuel, etc., il y a une illusion, je dirais, comment la dire, idéologique, ou une erreur épistémologique, qui est de croire que l'homme aurait un rapport direct au monde. Et que, par exemple, lorsqu'au début de cet entretien, on a dit il y a des personnes qui sont présentes ici et d'autres qui sont absentes, mais les autres sont présentes par voie numérique, et on n'a rien dit ici sur des personnes qui pouvaient être aussi absentes. Vous pouvez vous absenter en vous endormant, vous pouvez vous absenter de mille manières, et peut-être même d'ailleurs que plus une personne est présente, comme on dit, en chair et en os, plus on peut éprouver son absence d'une certaine façon, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par son esprit, par le mystère de son altérité, et il suffit d'avoir quelques années de vie conjugale pour se rendre compte que la cohabitation, la coexistence peut être aussi l'épreuve d'une absence fréquente de celui qui est juste à côté de nous. Donc vous voyez, on est dans... Je veux commencer déjà en troublant voilà, les évidences, parce que c'est pas aussi simple que ça. Et d'ailleurs, pour revenir à notre premier sujet, autrefois, une cellule, c'était une cellule. Et il suffisait de fermer la porte d'une certaine façon, et on était coupé du monde. Eh bien, la chambre d'un geek ressemble à une cellule. Voilà. Et c'est devenu un problème à l'intérieur des monastères même. Si un religieux, bon, un moine, normalement, il faut gérer ça, mais un religieux possède un téléphone portable, qu'est-ce qui arrive ? Voilà. La cellule ne garantit plus rien. Elle peut même être précisément le lieu de la plus grande exposition au monde digital. Alors, attendez, quand on s'enfermait dans une cellule, le moine se coupait peut-être du monde, mais c'était aussi le lieu de la plus grande exposition aux démons. Il savait qu'il allait combattre aussi. Donc là aussi, autre point, il n'y a pas d'espace préservé non plus. Enfin, je voudrais juste aussi croire que tout d'un coup, il y aurait un lieu où ça y est, on serait complètement à l'abri de tout. Et donc, vous voyez, je préfère commencer en déplaçant tous ces problèmes. Et voilà, maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire ? Ben justement, c'est très intéressant que vous ayez fini en parlant de cette ouverture du moine. Moi, j'aimerais parler de l'ouverture du geek, parce que lui, d'une certaine manière, est fermé dans sa chambre, mais il est ouvert sur une multitude de relations, et peut-être en relation avec beaucoup plus de gens que quelqu'un qui resterait en contact avec le monde. On peut avoir des milliers d'amis que par Internet. Ça, c'est la grande découverte, c'est que le nombre d'amis est extraordinaire dès qu'on est sur un réseau social. Mark Zuckerberg disait en 2017 dans une interview qui est
vraiment a beaucoup d'aspects très intéressants. Il disait que les réseaux sociaux ne fonctionnent si bien que parce qu'ils répondent à une aspiration profonde de l'homme, une aspiration de relation et une aspiration de parole. Et donc, une manière pour lui de promouvoir le métavers, c'était de dire, voilà, jusqu'à maintenant, la technologie nous permet de communiquer par vidéo. Mais la vidéo, en fait, ne permet pas une plénitude de la relation. Alors que le métavers, en permettant de vraiment s'immerger dans la réalité, va permettre vraiment de créer, d'étendre ces relations et va être au service du tissage de liens entre tous les personnages. Alors, de fait, il faudrait réfléchir à ce passage de Facebook à Meta chez Zuckerberg. Il faut aussi réfléchir à la personnalité de Zuckerberg qui dit beaucoup de choses sur ce que peut apporter le métavers, mais qui lui-même fait son jogging tous les jours, qui s'est acheté une île où pouvoir chasser les bêtes dont il mangera la viande, etc. Donc il faut bien voir aussi que vous savez, c'est des gens qui produisent des machines qu'ils utilisent eux-mêmes moins que leurs utilisateurs, vous voyez. Et donc, il appartient à une autre classe sociale, à une autre. Donc, il faut toujours se méfier. Voilà, il y a chez lui une. Enfin, je pense toujours, mais pas forcément parce que c'est un personnage pervers. Enfin, moi, je ne préjuge pas des personnes, mais quelque chose qui est automatiquement un peu déloyal. Vous voyez, comme Steve Jobs qui faisait en sorte que ses enfants n'aient pas d'iPad. Ou justement Zuckerberg qui, avec l'argent qu'il a amassé via Meta, peut mener une vie qui n'est pas la vie d'un pauvre adolescent isolé et pour cela compensant par de l'hyperconnexion. Donc voilà, il faut toujours faire attention à cette chose-là. Alors, de fait, Facebook, à l'origine, c'est un trombinoscope en ligne pour une école. Et ça a pour but de multiplier effectivement les relations avec des possibilités d'intervention, donc des choses qui même excèdent le cadre de ce qu'on pourrait faire autour d'une table. Et on pourrait dire que plus de personnes peuvent être connectées, de la même façon qu'on peut avoir par la vidéo, on peut atteindre des gens qui sont beaucoup plus loin, et même déborder très largement les limites physiques de la pièce où nous sommes. Donc, effectivement, toujours, c'est cette logique d'abord de la relation. Et c'est vrai que ça répond à une aspiration, à une double aspiration, non seulement de la relation à autrui, mais aussi, il faut le dire, d'une logique de reconnaissance par autrui. Parce qu'il y a un système aussi de like, d'exposition de soi, quelque chose dont on pourrait dire qu'il est fortement narcissique. On publie sa story, on attend des retours, on veut que les autres suivent notre fil comme nous suivons le fil des autres, etc. Donc, effectivement, le besoin l'homme animal politique, donc une sociabilité à laquelle répond le réseau social et l'Internet, et puis de l'autre côté, un besoin de reconnaissance qui fait que tout d'un coup, je peux être même quelqu'un pour qui c'est difficile d'entrer en relation avec les gens, dans la rue, dans des grandes cités, où il y a une sorte d'anonymat, qui est d'autant plus grand que les gens sont entassés ensemble. Vous voyez, c'est le phénomène du métro bondé. Vous voyez, des gens qui nous collent, mais on fait mine que personne n'est là. Vous voyez, alors on s'accroche comme ça, et puis on regarde, mine de rien, alors que les gens nous collent. Bon. Voilà, ça, ce phénomène de ce que Baudelaire appelait le flot mouvant des multitudes, produit de l'anonymat. Et là, tout d'un coup, on crée un lieu où on peut jouer avec des images, jouer avec des moyens. Certains découvrent des compétences qu'ils n'ont absolument pas dans la relation sociale habituelle. C'est d'ailleurs le cas de Zuckerberg, qui était plutôt un nerd, comme on dit en anglais. Voilà, donc, comme on dit, je ne sais pas comment dire en français, un premier de la classe, un peu difficile dans la relation avec les autres, et qui a réussi par ce biais-là à devenir une figure que tout le monde connaît. Donc, ça vient répondre à une aspiration à la reconnaissance. Et ça, c'est certain. Quand on passe avec Meta, effectivement, il y a cette idée qu'en plus,
on nous donne des moyens extraordinaires, des logiciels, des espaces qui vont se présenter comme des aides à la production d'images de soi, de sa propre vie, de la mise en contact, de la mise en relation, etc. Donc, quand on a dit ça, est-ce qu'on a dit quelque chose de positif? On n'a rien dit, en fait. On n'a absolument rien dit, parce que l'homme est un animal politique, qu'il le veuille ou non, il est toujours sociabilisé. Je veux dire, même la recluse, quand elle se repliait, c'était pour être finalement prise dans la communion des saints et dans le mystère de l'Église. Elle faisait partie. Donc on ne peut pas. Aristote dit bien, l'homme qui vivrait hors de toute société serait soit une bête, soit un dieu. Donc tant qu'il nous reste quelque chose d'un peu humain, tout est social. Et la socialité, elle existe dans un combat de MMA aussi. Voilà, on se tape sur la figure, mais enfin, il n'y a rien de plus social. Il y a plein de... Donc, au fond, toutes les activités humaines peuvent être conduites à ça. Donc, au fond, une fois qu'on a dit ça, on est revenu à un dénominateur commun ou à une telle généralité qu'on n'est plus capable de qualifier. Et c'est ce qui arrive chez certains défenseurs, on pourrait dire, de la digitalisation, en disant, mais regardez, l'homme a toujours eu un rapport aux autres qui passait des bords par de la technique, en disant même la table, vous voyez, qui fait que, ou même les chaises, sont des objets techniques qui font qu'on entre en relation. On ne rentre jamais en relation avec l'autre en dehors de tout objet technique, puisque même il faut être habillé, par exemple. Si on était tous tout nus ici, vraiment, ça rendrait peut-être la relation plus difficile. En tout cas, ça l'orienterait vers autre chose. Donc, il y a toujours une médiation technique. Et voilà, là, on a de nouvelles médiations qu'on vient d'ajouter, etc. Donc, à partir de là, il n'y a rien à dire. Et en plus, ils ont cette idée que c'est cumulatif. Vous pouvez être toujours libre de ne pas aller sur un réseau social et de continuer avec d'autres manières. Donc, quand on a dit cela, on n'a pas dit grand-chose. Ça, c'est la logique, je dirais, de Facebook. La logique de Meta est plus intéressante, parce que la logique de Meta, c'est quand même une manière de doubler le monde. Il s'agit de faire en sorte que les différentes applications, les différents logiciels qui sont proposés soient finalement soient dans une situation d'interopérabilité qui permet d'une certaine façon non pas d'être dans ce monde, on pourrait dire séquencé ou juxtaposé, de passage d'une application à l'autre, mais dans un monde où tout est finalement en lien, et donc de créer une forme de continuité des applications informatiques comme la continuité du monde. Et là, on est dans autre chose qui est vraiment l'idée d'un doublement du monde. D'où l'idée d'un métavers qui vient se mettre presque en concurrence avec l'univers. Et un certain, je ne sais plus s'il s'appelle Mark Andersen, quelqu'un qui travaille pour Meta, avait dit, regardez l'univers, la nature, la société, elle n'arrive pas à produire vraiment de l'égalité, il y a toujours beaucoup de solitude. Eh bien, avec Meta, avec cet univers, je dirais, fluide, malléable, disponible à tous, très difficile pour certains d'entrer en relation avec une femme, mais rentrer en relation avec un avatar de femme, c'est toujours possible sur Meta, donc il n'y a pas de problème. On peut même imaginer des interfaces avec des prothèses vibrantes qui vous procurent des simulations, vous voyez, de physique, etc. Bien ça, au moins, ça rend un monde, bien sûr virtuel, il y a peut-être quelque chose qu'on perd, mais au moins une disponibilité totale pour tous. Oui, Mark Zuckerberg disait même, c'est le monde tel que vous le connaissez, en mieux. Alors voilà. Donc il y a cette idée d'une disponibilité qui serait l'abolition de tout drame aussi, et de toute résistance, et de toute... Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire très attention. Souvent, on dit qu'on affirme ou on veut résister à l'inflation de l'informatique et des relations connectées en disant il faut privilégier la présence. Mais en réalité, et je reviens à mon premier point, je crois que ce qui est le moteur de cette inflation, de la connexion,
c'est précisément le refus de l'absence, la peur de l'absence. Parce que dès que je suis en relation, d'abord physique avec quelqu'un, bon, y a plein de choses qui échappent au communicationnel, à ce que je veux, à ce que je voudrais. Je ne peux pas, comment dire, accommoder la relation comme je veux. Voilà, je suis exposé, je peux même me prendre un coup. Bon. Donc d'une certaine façon, vous voyez, je suis face à quelque chose qui m'échappe, qui est d'une certaine façon aussi indisponible, alors même que c'est dans une présence physique. Et de l'autre côté, pourquoi est-ce qu'on est tout le temps connecté? Parce qu'on a peur de ne plus pouvoir contacter telle ou telle personne. Nos amis, on n'a pas peur, on a peur d'être loin. Ouais, le principe de la présence physique, c'est que l'autre peut être absent. Il n'est plus physiquement là. Mais le principe de la connexion, c'est qu'on veut l'avoir toujours présent. Et à la limite, même les parents les plus conservateurs, précisément parce qu'ils sont conservateurs, vont vouloir être tout le temps en contact avec leur enfant. Ouais, on ne sait pas ce qu'ils font, maintenant c'est magnifique. Grâce à ces dispositifs, nous pouvons toujours repérer nos enfants, quels qu'ils soient, dans une soirée, dans une truc, comme on met des colliers anti-fugue aux chiens, et là on leur met des microchips, on peut toujours les repérer, on ne peut plus perdre un enfant, vous voyez. C'est fini. Et ça, c'est merveilleux. Et donc, il est toujours là, il est toujours présent. Et on pourrait le voir à distance comme s'il était vraiment là. Et on pourrait même, voilà, comme si, il y a même un épisode de Black Mirror où la mère a même réussi à mettre dans l'œil de sa fille, en fait, comme une caméra subjective qui lui permet de voir tout ce qu'elle fait, en plus. Et puis même d'effacer les choses qui seraient trop violentes, dans son environnement. Et bon, l'épisode nous montre que ça va très mal après, et que, ayant voulu abolir tout rapport au drame, en fait, elle crée le drame le plus terrible, et même un drame sans possibilité de signification ou de sens, quoi. Bon. Mais c'est pour ça qu'on est là dans cette question du dédoublement du monde. Et c'est plus tout à fait la même chose. C'est plus tout à fait la même chose. Voilà, c'est ça, il faut quand même le souligner. Alors, qu'est-ce qu'on perd avec ce dédoublement du monde? Parce que si tout semble semblable, il y a des gens qui se retirent de tout temps, le virtuel, on a toujours un rapport virtuel au monde puisqu'on est toujours médié par l'outil technique ou même par l'imagination. Il y a toujours de la médiation, donc il y a toujours du virtuel. L'outil technique, le livre par exemple, a toujours été une réalité immersive, comme l'est la réalité virtuelle. Qu'est-ce qu'on perd? Voilà, c'est un point fondamental. La première chose, maintenant il faut revenir peut-être à des fondements plus anthropologiques. Les bêtes ont un rapport immédiat à leur environnement. Et donc, on pourrait dire même qu'il y a un environnement pour elles qui est complètement proportionné, sans écart d'une certaine façon, avec leur instinct, tandis que nous n'accédons, et nous c'est plus simplement un environnement, nous n'allons vers le monde et vers la question du réel. Mais c'est quoi le réel, vous voyez? Déjà, dès que j'emploie le mot « le réel », j'ouvre toute l'histoire de la philosophie. Et je commence à dire, voilà, si c'est la question du réel face au virtuel, tout d'un coup, je suis en train de dire, mais alors, il va falloir passer par un détour. Platon, qui cherche le réel, dit, voilà, il faut saisir l'essence des choses. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est et qu'est-ce que c'est? Eh bien, il va y avoir tout un détour. Et d'une certaine façon, voilà, ça c'est la première affirmation, c'est de montrer que le rapport de l'homme au monde passe toujours par un détour. L'accès au monde, l'habitation du monde chez l'homme se fait par le détour de l'imagination, de la pensée. Ça s'est déployé à travers les mythes, bien sûr, à travers en fait tous les récits religieux, etc., et qui ont des statuts différents. Hein. La Bible n'est pas un mythe, mais ça reste quand même un discours qui va solliciter notre imaginaire, qui va solliciter notre pensée, et c'est à travers ce discours que les chrétiens prétendent, affirment, témoignent que l'on peut habiter vraiment le monde. Donc
il y a toujours ce détour. Loi du détour, qui est le fait qui est pensé par les Grecs comme une odyssée. Hein. Ulysse fait tout ce détour pour revenir à Ithaque. C'est d'ailleurs repris par Chesterton, à la fois dans Orthodoxie, il raconte ses histoires, mais il va le reprendre dans un autre livre qui s'intitule Man Alive, un roman traduit en français par Supervivant, je ne sais pas très bien pourquoi, où un homme est à la recherche d'une terre qui lui conviendrait. Voilà. Il part, il quitte sa maison, la porte de la maison, c'est ce qui ouvre le chemin vers l'ailleurs en réalité. Et il va partir au bout du monde. Et puis un jour, après très longtemps, il revient avec un bateau et à travers des brumes, il aperçoit un rivage qui lui apparaît comme merveilleux, un lieu, une maison qui lui apparaît comme merveilleuse. Et il se rapproche, il dit « mais c'est là, tout ce que j'ai cherché, c'est là ». Et puis il se rend compte qu'il est en fait revenu chez lui. Et combien d'histoires, même les histoires sur on fait des souhaits et puis à la fin on utilise le dernier souhait pour revenir à la situation initiale, etc. Mais au fond, c'est la même chose et c'est plus du tout la même chose. On a fait ce détour. On a fait ce détour par la lampe d'Aladin, on a fait ce détour par les vœux, les souhaits faits aux fées, et en fait c'est pour revenir au réel mais qui nous est donné autrement. Par exemple, pour le chrétien, dans la lumière de la charité, dans la lumière du mystère pascal. Il faut ce détour. Donc ça, c'est général, c'est-à-dire que penser qu'on peut lutter contre Internet en disant au nom d'un rapport immédiat au monde, enfin, c'est une aberration. Donc la question, c'est quel est le bon et quel est le mauvais détour ? Quel est le redoublement ? Rien que la parole, déjà, opère un redoublement du monde, d'une certaine façon. Je dis un chat, et je le fais d'une certaine façon apparaître ici, dans les esprits, et qu'il n'y a pas de chat. Bon. Donc la parole est déjà un redoublement du monde, un redoublement qui apparaît d'ailleurs comme absolument inutile. Il n'était pas nécessaire pour avoir des performances de survie que la parole exista. Ça montre bien que la parole n'est pas liée à une efficacité de survie, de conservation, dans le struggle for life, une efficacité d'adaptation, c'est pas ça. Donc il y a un dédoublement chez l'homme, un redoublement chez l'homme du monde, et c'est à travers ce redoublement qu'il a accès à une profondeur, à la profondeur des choses, à l'épaisseur des choses. Donc ça, c'est une loi générale. Donc notre question n'est pas tellement de dire il faut opposer à ce truc, à ce que j'appellerais... D'ailleurs, vous savez, je pense que quand on est sur Internet, on est en présentiel. C'est ça ce mot qu'on devrait garder, présentiel, pour la relation par Internet, parce que vous avez présence électronique, vous voyez. Et en plus, on dirait, au lieu de dire présentiel, distanciel, c'est une aberration. Et présentiel, en plus, dit vraiment l'appétit qu'il y a derrière, c'est-à-dire le fait qu'on ne veut rien lâcher, qu'on veut toujours avoir tout à portée de main, dans sa poche. Donc, il y a toujours cette loi du détour. Et alors, bien sûr, au fond, qu'est-ce que ça change ? Parce que c'est ça votre question. Vous avez tout de suite parlé de ce que j'appelle, ça vous le savez, parce que vous m'avez entendu parler souvent de ça, vos questions ne viennent pas de nulle part. Elles viennent aussi d'un détour. Mais c'est vrai que je présente le livre comme le premier technologos. C'est-à-dire, technologie, ça veut dire, ou intelligence artificielle, ça veut dire un objet technique qui parle, et pourtant il n'y a personne qui parle. Et le livre, c'est ça déjà. Le livre est déjà une première intelligence artificielle. La toute première, peut-être la plus parfaite. Peut-être que l'histoire de l'intelligence artificielle, ça a été une réalisation parfaite à un certain moment, et on est arrivé à la perfection. Bon, peut-être ça a progressé quand même. Mais on pourrait penser qu'on a atteint une perfection autour de l'Antiquité. Vous voyez, il a fallu quand même beaucoup de milliers, de dizaines de milliers d'années, parce qu'il y a eu tout le paléolithique avant qu'on invente l'écriture et le livre. Bon. Et puis à partir de l'Antiquité, ça commence à décliner. Voilà. Même s'il y a ce moment particulier, alors il faudrait réfléchir, est-ce que le Moyen-Âge est supérieur dans le rapport au livre
sachant que les livres sont plus rares au Moyen-Âge, et parce qu'on utilise du parchemin, non plus du papyrus, ça coûte beaucoup plus cher. Le coût d'un livre, c'est une maison, quoi. Donc voilà, donc, quand on a perdu le papyrus, l'économie du livre a complètement changé. Mais le fait que les livres soient recopiés, les manuscrits dans des scriptoriums, portés par des communautés, il y a toujours un rapport très fort entre le livre et une communauté qui porte le livre, de telle sorte que le livre est toujours en lien avec une oralité. Ce n'est pas le livre solitaire, voilà, qui va apparaître avec l'imprimerie, où on va pouvoir dire sola scriptura. Vous voyez, oui, ce que dit Luther sur l'individu seul face au livre, et c'est sa foi en la parole de Dieu qui... Oui, mais ça suppose déjà l'invention de l'imprimerie, un certain rapport où le livre ne passe plus par une communauté, alors qu'autrefois il passait nécessairement par la communauté et par l'oralité. Donc, quand l'Église parle d'un rapport à l'écriture et à la tradition, en fait, elle parle d'un rapport uniquement à l'écriture, mais à une époque où l'écriture était toujours portée à l'intérieur d'une communauté et d'une tradition. Ça ne pouvait pas être autrement. Donc, le livre est déjà, comme vous l'avez dit, une expérience qu'on pourrait appeler immersive, et aussi une expérience de redoublement du monde, avec aussi la possibilité, d'où les textes des ecclésiastiques ou de Bossuet sur les romans d'amour qu'on donnait aux jeunes filles, avec la possibilité de poser des problèmes aussi grands. Vous voyez, à l'époque de Bossuet, il y a des textes où on nous dit, mais attendez, la lecture, c'est dangereux. C'est la connexion à autre chose. Donc la question est de savoir, c'est la suivante. Est-ce que, au fond, c'est relancer la question, mais je vais vous donner la question en fait. Au fond, est-ce que c'est une question de contenu ? On pourrait dire il y a de très bonnes choses sur Internet, voilà, il faut aller vers ces bonnes choses, même si le déchet est plus que majoritaire, presque unanime, mais enfin bon, il y a quand même des choses incroyables. Vous pouvez avoir accès, je me souviens d'un ami qui était un grand musicien à la retraite et qui découvrait YouTube à l'époque, dans les débuts, et qui passait des heures à regarder des vieux concerts, des grands artistes, des choses comme ça, voilà. Et il me disait après, c'est quand même chronophage. Mais bon, mais qu'est-ce qu'il allait chercher voilà, de la très grande musique à chaque fois. Il se rendait contemporain de concerts qui avaient été filmés. Voilà. Donc, est-ce que c'est qu'une question de contenu ? Il peut y avoir de très mauvais livres, et même des livres dont on ne voudrait pas qu'ils tombent dans les mains des personnes que nous aimons. Et il peut y avoir de très bonnes émissions, de très bonnes connexions Internet. Et voilà. Est-ce que ça n'est qu'une question de contenu ? Ou alors, il faut penser plus loin, et du côté de la modalité. Voilà. Et moi, j'allais justement poser par rapport à la loi du détour que vous venez d'énoncer. En fait, est-ce que ce n'est pas sur le détour qu'il faut poser la question ? Et le détour, s'il permet de mieux... je vais utiliser une expression quoi. Voilà, mais de revenir de mieux connaître le monde, de mieux habiter le monde, c'est un bon détour. Et s'il nous éloigne du monde, s'il nous sépare du monde, s'il nous coupe du monde, c'est un mauvais détour. Et donc, il faudrait, en fonction du support que nous avons, alors juste faire en sorte que ce soit un bon détour. Oui, mais dans tout ce que vous dites, il y a une présupposition du monde, de ce qui est le vrai monde et de ce qui n'est pas le vrai monde. Comment je le sais, si ce n'est à partir d'un autre détour ? Je n'ai pas de critères antérieurs d'une certaine façon, parce que c'est ça le problème. Il n'y a pas tout d'un coup une mesure où je me dis un tel est dans une forêt, sans rien, nu, il habite le vrai monde. Et l'autre, il est enfermé dans un lieu avec un écran, et il habite un faux monde. Moi, je connais des gens qui vont le dimanche à la messe dans des lieux relativement artificiels, si j'ose dire. Ils sont enfermés dans des lieux, ils regardent des choses qui ont l'air moins vivantes qu'un arbre ou qu'une bête, et pourtant, ils disent qu'ils sont au bon endroit, au bon moment. Alors, vous voyez, de quoi s'agit-il ? Comment est-ce qu'on mesure ? Et donc, ça présuppose, d'une certaine façon, qu'il y ait déjà comment dire, je suis vraiment revenu au monde, ou je suis vraiment allé vers le monde, c'est ça notre problème. Il faut pouvoir le dire.
Alors, il faut avoir la parole. Il faut pouvoir le dire. Mais je pense qu'il y a toujours... alors, voilà, oui. Oui, là, vous m'embouchez un coin, comment dire. C'est-à-dire que la première chose qu'on peut dire, et c'est là où il y a une différence, c'est la question de la modalité, effectivement, de savoir est-ce que c'est la parole ou est-ce que c'est l'image. Et voilà une grande différence. Ça, c'est indéniable. Entre un détour qui se fait par la parole, et l'écriture, c'est un détour avec une parole lisible, donc visible, mais où le visible est sans cesse converti en de l'audible, et où en fait il y a une primauté de l'écoute et du verbe. Et de l'autre côté, on est dans un monde où il y a une primauté de la vue et de l'image. Et quand je dis image, il faut dire plutôt d'un visuel mouvant qui ne mérite peut-être même pas le nom d'image. Puisque quand la Bible dit par exemple que l'homme est à l'image de Dieu, on parle de quelque chose qui ne peut pas être enlevé. Donc l'image, la vision de l'image pour un ancien, c'est quelque chose qui est gravé, qui tient. Là c'est même pas une ardoise magique en fait. Donc c'est tellement mouvant. Donc est-ce qu'il s'agit même d'image? Il s'agit en fait d'un flux, d'un streaming, comme on dit. Donc c'est un flux visuel, et c'est ça plutôt qu'on devrait dire, un flux visuel qui lui-même est en plus discontinu. C'est ça qui est très... Parce qu'on parle du flux, mais ce n'est pas un flux qui a la continuité du flow d'une rivière. On parle de stream, mais en fait, le stream suppose la continuité liquide, si j'ose dire. Alors qu'en réalité, on voit même d'ailleurs les youtubeurs utilisent le cut, le zapping. Il faut que l'image saute, qu'on passe d'un truc à l'autre très très vite, que l'image soit brève et qu'on passe vite à... Donc c'est un monde qui est à la fois c'est un flux et une hyper-fragmentation, donc quelque chose qu'on pourrait dire, un flux kaléidoscopique, c'est peut-être ça ce qu'on pourrait dire. Je cherche mes mots, parce que c'est vrai qu'on est face à une réalité qui est extrêmement difficile à définir. Les mots ayant été inventés à partir d'un certain type de rapport au monde beaucoup plus stable, un rapport au monde, je dirais, plutôt néolithique, enfin lié avec le monde agricole. Et là, on est face à des entités, en fait, qui sont difficiles à définir. Et donc, qu'est-ce que ça change ? Voilà, c'est ça la question. Qu'est-ce que ça change ? Alors, la première chose qui est en fait une décision originaire, pourrait-on dire, par rapport à ce qu'est l'homme, c'est de se dire, est-ce que finalement, la parole, c'est cela qui spécifie l'homme ? Et donc le détour qui se fait par la parole est en soi, indépendamment de la qualité de la parole, mais d'une manière générale, meilleur qu'un détour qui se ferait par l'image. Plus humain qu'un détour qui se fait par l'image. De telle sorte que être au monde, c'est toujours pouvoir dire le monde à quelqu'un. Et c'est intéressant parce que ça veut dire qu'ici, on est dans un ordre où on ne cesse de recevoir un témoignage et de rendre témoignage. Un ordre qui est celui qu'on pourrait appeler celui de la confession. Et donc là, c'est vraiment un type de modalité qui est particulier. Si je pense que l'homme est d'abord un être de vision, ça veut dire que je récuse le caractère premier du logos en l'homme. Le fait que c'est cela qui spécifie vraiment l'humain, et de telle sorte que même tout son corps, toute sa vie est pris dans le logos, et même que la vie charnelle, par exemple, de l'amour d'un homme et d'une femme, ne prend tout son sens qu'à l'intérieur, non seulement de l'échange des paroles qu'ils ont, et pas simplement
de la multiplication des images ou de la pornographie qu'ils pourraient créer autour de leur corps, vous voyez, ouais, à l'intérieur d'un rapport de parole, mais aussi à l'intérieur d'une parole donnée. Le mariage n'est pas une institution inventée par des bourgeois qui voulaient avoir la main mise sur une femme ou réciproquement comme sur une propriété. C'est d'abord dire que la vie des corps humains, dans leur sexualité même, se joue à l'intérieur de la parole et d'une parole donnée. Donc ça, c'est un point qu'il faut mentionner. Après, on peut de manière extérieure bien distinguer entre un ordre qui va être généré par la parole et qui est un rapport au monde où le temps est considéré, parce qu'une phrase a un commencement et une fin, alors qu'une image est simultanée. Quand je dois dire quelque chose, je dois mettre les choses dans l'ordre. Et c'est ça qui est difficile. Montrer une photo, je fais une photo, ça va, c'est simple, regardez, j'ai filmé. Si je dois raconter mes vacances plutôt que de passer le film de mes vacances ou le diaporama, tout d'un coup, ma question, c'est par quoi je vais commencer ? Comment je vais articuler les choses ? Comment est-ce que je vais penser des rapports de causalité, d'antériorité, de postériorité, etc. Donc j'entre dans un ordre que j'appellerais syntaxique, en fait. Alors que le monde de l'image constitue un ordre qu'on peut appeler parataxique, c'est-à-dire où les choses sont juxtaposées les unes à côté des autres. Et d'ailleurs, on voit bien, même Google, où c'est des paroles, en fait, fonctionne par mots-clés, et où il n'y a pas de hiérarchisation, vraiment. Il n'y a pas de... Voilà, il y a comme des mots qui sont posés, des tags. Voilà, ça, c'est typique d'un ordre parataxique. Donc, on est vraiment dans une complète différence dans le rapport de mise en ordre du monde. Et donc, on a un monde qui est logique et logal, même, on pourrait dire, et un monde alogal, où les choses sont juxtaposées. Et dans un monde où les choses sont juxtaposées, eh bien, il est très difficile de trouver du sens, de faire du lien, de voir comment les choses s'articulent. Et on devient très vite un être vulnérable, un être mimétique, c'est-à-dire qui est dominé par... on ne voit pas les causes, on ne pense plus les raisons, on ne peut même plus entrer dans le temps de la réflexion ou du temps long. Donc on va avoir des comportements pulsionnels et mimétiques. Et puis, l'autre point qui concerne l'image elle-même, c'est qu'en réalité, je raconte souvent cette histoire d'un petit garçon à qui on avait fait voir un dessin animé je ne sais pas si c'était du Seigneur des Anneaux ou de quelque chose, et puis il avait entendu aussi l'histoire racontée à la radio. Et je crois que c'est Gary Gygax qui avait posé la question, pour ceux qui connaissent Donjons et Dragons, Gary Gygax est une grande figure, en tout cas de ma jeunesse. Et il a demandé à l'enfant, mais alors qu'est-ce que tu as préféré, le dessin animé ou la radio, l'histoire racontée à la radio ? Il a dit, j'ai préféré l'histoire racontée à la radio. Alors il lui a dit, mais pourquoi ? Il dit, parce que les images étaient plus belles. Et oui, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a une image intérieure qui se fait. Vous lisez Anna Karénine, quelle image vous avez de... Je vais un peu plus loin. Il y a une image intérieure, mais attention, l'image intérieure, ce n'est pas comme une image extérieure qui serait à l'intérieur. Cette image intérieure, elle n'a pas du tout la même nature que les autres images. Alors, elle est aussi mouvante, ça c'est curieux, mais d'une mouvance qui n'a rien à voir avec le flux par lequel on est bombardé. D'une mouvance qui est une mouvance intérieure que nous accompagnons et qui nous accompagne. Donc, quand vous lisez Anna Karénine, si vous dites quel est le portrait d'Anna Karénine, vous avez une image en fait complètement trouble. Il manque des parties du corps, il manque des... Mais vous avez quand même quelque chose qui se définit en vous. Et puis, et puis cette chose se modifie au fur et à mesure de votre lecture. Et vous ne pourriez pas peindre le portrait, ce n'est pas un portrait intérieur que vous êtes fait, c'est d'une autre nature. C'est un lieu où l'image est intimement liée, en rapport avec la parole, ne peut jamais se fixer comme une idole, reste et une image avec laquelle on a presque une amitié en fait, voilà, parce qu'elle est profondément liée, tissée avec la matière de notre imaginaire, mais d'un imaginaire qui est un imaginaire de lecteur. Voilà. Donc ça, c'est un point fondamental. Et puis, dernier point, et puis j'arrêterai là-dessus, mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur la question de qu'est-ce que c'est qu'une lecture et qu'est-ce que c'est que voir un film.
quand vous voyez un film, voire même quand vous passez de la musique, vous avez un appareil de lecture. Autrement dit, ce n'est pas vous le lecteur, il y a un lecteur qui vous impose sa temporalité. Alors que quand vous lisez, en fait, vous êtes d'une certaine façon maître du temps de la lecture. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, et ce n'est pas une conversation avec un mort, comme certains l'ont dit. Parce que dans la lecture, on est en contact avec un type de parole extrêmement raffiné. Moi, quand je lis Cicéron, quand je lis Virgile, quand je lis Baudelaire, dont j'ai parlé, ou Racine, en ce moment, je replonge dans Racine. Et donc, c'est une parole extrêmement fine, mais en même temps, ce contact que j'ai avec cette parole profonde d'un autre me laisse dans ma solitude. Et n'est pas en train d'être dans ce flux permanent de surexcitation. Et donc, je suis dans une position de lecteur, c'est-à-dire où le sens du mot lire, léguer, recueillir, vous voyez, je suis dans une forme de recueillement, de méditation, je peux suspendre ma lecture, essayer de me dire voilà, et je ne suis plus passif là aussi. Je suis en train de répondre. Déjà, toute vraie lecture est toujours une réponse, est toujours une manière de recréer le livre en soi, de le repenser, et voire même aussi, d'une certaine façon, on pourrait dire, de le réécrire, au moins mentalement, au moins de manière inchoative. Et donc, il y a un rapport il y a une intériorité qui se joue dans le rapport au livre, voilà, qui est très particulière, et ce n'est pas pour rien que non seulement la révélation biblique passe par un livre, et pour les Juifs spécialement, mais aussi que saint Benoît impose des heures de lecture à ses moines, comme étant aussi le lieu, et pas simplement l'agriculture, vous voyez, comme étant le lieu aussi d'une intériorité. Fabrice Melloran, je crois que nous arrivons au terme de notre entretien, mais nous ouvrons les questions au reste de la salle et à tous ceux qui nous suivent en présentiel. Oui, merci pour vos échanges. Du coup, vous avez terminé en parlant un petit peu d'intériorité. Est-ce que ça pourrait être un bon critère, justement, pour essayer de redéfinir un critère qui permettrait de juger du détour qui serait bon, du détour qui serait moins bon? Est-ce que parler d'intériorité, pour vous, pourrait être une bonne piste pour dire que le détour technologique inhibe une vie intérieure, mais dans ce cas-là, c'est quoi la vie intérieure? Enfin, c'est quoi l'intériorité, en fait, pour l'être humain? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le problème du critère, c'est que chacun peut l'entendre différemment. Je pense que tout le monde va parler de relations, tout le monde va parler d'amour, tout le monde pourrait parler d'intériorité. Enfin, je veux dire, c'est pas... Mais comment est-ce que nous entendons ces mots? Quand on nous dit, quand on lit sous la plume de Saint Jean, Dieu est amour, est-ce que ça nous dit d'abord quelque chose sur Dieu, ou est-ce que ça nous dit quelque chose sur l'amour? C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous révèle finalement ce qu'est vraiment l'amour. Et en réalité, on pourrait même dire que toute la révélation consiste à nous faire entendre ce que veulent dire en vérité les mots puissance, les mots amour, les mots intériorité, à la limite. Hein, voilà. Prenons le mot puissance, on pourrait dire, ah oui, bon, toute la Bible consiste à critiquer les puissants, et ils renversent les puissants de leur trône, et jouer l'amour contre la puissance. Mais en fait, non. Enfin, c'est très bien que Dieu, le Père Tout-Puissant, ouais, c'est comme un attribut divin. Et on pourrait relire entièrement toute la Bible comme le fait, comme c'est le mot qu'aiment les Américains, un empowerment. Ouais, il n'y a pas d'équivalent en français parce que to empower, ça veut dire aussi habiliter, mais il n'y a pas de mot pour dire rendre puissant. Voilà. Mais Dieu veut nous rendre puissants. Et mais il nous est révélé que la vraie puissance, c'est celle d'une fécondité, c'est celle d'une générosité, c'est celle du sacrifice, c'est celle... Voilà. Donc, comment est-ce qu'on entend l'intériorité? C'est la grande question. C'est vrai que ça reste un mot... Enfin, c'est pas un mot à la mode. Donc déjà, quand un mot n'est pas à la mode, c'est déjà mieux. Mais bon,
Voilà. Prenez la manière dont Steve Jobs a utilisé des mots très très importants pour vendre ses appareils. Et notamment, Mac était connu... donc Mac déjà prend un symbole de la pomme croquée, c'est très intéressant. Hein, c'est pas... Alors Steve Jobs a expliqué d'autres raisons, enfin, c'est pas lié au péché original, vous voyez. Mais bon, l'idée même qu'il feint que ça n'est pas pour ça, mais parce que, je ne sais pas, dans une telle circonstance, il avait mangé une pomme, enfin bon, bref, et qui fait comme si, malgré tout, symboliquement, ça ne renvoyait pas à l'autre. Bon, c'est du bluff, en fait. Enfin, bah oui, c'est très bien qu'il a choisi quand même ça comme signe. Ça. Mais il emploie le mot, très vite, convivialité. Mac, c'est convivial. C'est incroyable, quand même. Donc, on pourrait très bien dire, voilà, la tablette, c'est convivial. C'est ça qui est... Donc voilà, comment est-ce qu'on entend ? Et c'est pour ça qu'en réalité, on ne peut pas simplement présenter un mot en disant, voilà, c'est l'intériorité, ou c'est ça. On est encore dans le détour. On ne peut pas échapper au travail de ce détour. En réalité, ce qu'on aurait pu dire, c'est que le rapport le plus droit au monde, c'est celui qui obéit à la loi du plus long détour. Alors que d'une certaine façon, curieusement, alors même que c'est par des moyens énormes, des médiations électroniques, etc., en fait, on veut réduire le détour quand on est sur Internet. On veut être dans l'immédiateté. Curieusement, l'hypermédiation de tout ce dispositif technologique mondial s'efface, est rendu opaque par l'écran, et on a l'impression d'être dans un rapport immédiat aux choses, au monde, dans le temps réel. Et donc on voit bien qu'on n'a pas la patience de ce détour. Pour se dire, mais voilà. Et les gens quittent leurs femmes parce qu'ils ont été, en fait, trop vite, ils ont dit, j'en ai fait le tour. Voilà. Moi, je sais que je comprends toujours pas ma femme et que j'ai encore... On est toujours au tout début de notre relation, après 10 enfants. Au tout début, je ne sais pas. Et on se dit, quand est-ce qu'on va s'asseoir et commencer à se rencontrer. Et en fait, mais là, c'est bon signe aussi. Alors, parfois, c'est un peu dramatique, mais c'est aussi le signe que voilà, il y a cette loi, cette patience, et le fait que cette loi du plus long détour, comme je dis, c'est aussi, c'est pas l'idée qu'on n'arrive jamais, mais qu'on ne cesse d'arriver et qu'on ressaisit toujours une forme de mystère. Pas bon. Oui. Ce qu'il y a peut-être de nouveau avec le monde numérique, c'est qu'on a dû développer actuellement des centres de désintoxication pour réseaux sociaux de personnes qui sont addictes aux réseaux sociaux. Ça, c'est peut-être nouveau. J'ai jamais entendu parler de personnes qui étaient addictes aux bibliothèques ou addictes aux livres. Oui. Bon, il y a des... Dans la jeunesse, l'adolescence, à l'époque où il y avait les livres, on parlait d'addiction. Enfin, le mot addiction n'existait pas en France. Voilà, on parle de dépendance. À supposer d'ailleurs que la dépendance soit absolument mauvaise. Enfin, bon, on est des êtres dépendants. Ce qu'on appelle addiction, c'est le fait que quelque chose prend beaucoup de place au point de déséquilibrer complètement nos relations sociales, notre vie humaine, voilà. Et ça peut arriver avec de l'alcool, ça peut arriver avec le jeu, ça peut arriver autrefois, si on en croit Bossuet, ça arrivait avec des romans pour jeunes filles, voilà. Et là, ça arrive avec ces appareils. Mais là encore, bon, l'homme est un être, vulnérable aux addictions. Ça, c'est de manière générale. La question, c'est surtout donc un être qui très facilement s'intoxique. Ça aussi, c'est... Et ça peut prendre... Quand la Bible parle du péché, enfin, on pourrait le voir comme des formes d'intoxication d'une manière ou d'une autre. L'intoxication par le pouvoir, chez les rois d'Israël, voilà.
Et pour eux, il n'y a pas de centre de désintoxication. Mais la question, c'est donc encore une fois, c'est pas de revenir à des généralités qui nous éloigneraient du problème, c'est de dire quelle est la modalité ici vraiment de l'addiction, quel est le type d'addiction qui est produit. Et c'est vrai qu'ici, on a surtout le fait qu'on est un être pulsionnel, vraiment. C'est-à-dire on veut appuyer sur des boutons et on veut des changements extrêmement rapides. Donc, c'est une addiction qui détruit profondément un certain type de rapport au temps. Et quand la jeune... contrairement à ce qu'on dit, métavers comme quelque chose d'immersif, la lecture, je dis la jeune fille parce que je pense à mes filles, hein, mais bon, on pouvait les voir plonger dans un roman et ne pas en sortir. C'est plus possible quand on est adulte. Hein. Enfin, à mon âge, en tout cas, c'est plus possible. Pas simplement parce qu'on a d'autres choses à faire, mais parce qu'on a tellement lu que toute lecture nous fait penser à d'autres choses, et donc on ne cesse de décrocher. Et on doit à chaque fois raccrocher. Bon. Donc moi j'ai une lecture qui est pas... Je ne peux pas être plongé complètement dans un livre. Mais il n'est pas vrai qu'on est plongé dans le métavers. Aujourd'hui, on voit une incapacité... Comme ce qui marche le mieux... si on voit la jeune fille contemporaine et le type d'addiction qu'elle peut avoir, c'est pas un rapport immersif. Parce qu'aujourd'hui, même voir une série Netflix, c'est trop long, c'est trop immersif. Donc le format de base du Reel Instagram ou du format TikTok, c'est quand même quelque chose qui fait quelques secondes. Et on scrolle extrêmement vite, et donc on n'est pas en train de plonger dans quelque chose qui est un temps long, dans une histoire. On est justement, on est pris on est scotché à l'écran d'une certaine façon, mais dans quelque chose qui est extrêmement fragmenté. Et donc il y a une incapacité à endurer en fait quelque chose, à rester auprès de quelque chose, à accepter avec patience le fait que tout ne soit pas donné d'un coup, à accepter le temps de la révélation, à accepter d'entrer finalement dans une histoire. Parce que c'est ce dont on parle, et c'est ça qui est effrayant, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de destruction de la narrativité aussi, du rapport narratif au monde. Je viens de faire un texte où je me suis intéressé au TED Talk. Donc, vous voyez, c'est ces trucs où les gens parlent, mais ça a un certain format, ça ne doit pas durer plus de 10 minutes. Donc, les gens, on revient à la logique de la rhétorique d'autrefois, ils sont sur une estrade, etc. Mais je me suis intéressé au TED Talk où il y avait toujours des gens qui avaient eu des choses terribles. Donc, par exemple, Lizzie Velasquez, qui était considérée comme la femme la plus laide du monde, qui a un syndrome progédoïde, marfanoïde, etc. Bon, effectivement, elle est effrayante. Un autre, Robert Hodge, qui est une gueule cassée, enfin vraiment comme autrefois, avec des coutures partout sur le visage, elle est peut-être vraiment aussi monstrueuse. Et en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont raconter à chaque fois des séries d'anecdotes, mais il n'y a pas de dessin général de leur histoire. C'est vraiment des séries d'anecdotes où à chaque fois, soit on a été victime, et puis après on a réussi à surmonter le truc. Et ça finit toujours par l'affirmation vous pouvez réaliser vos rêves, donc le niveau Miss France, quoi. Oui, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est le discours de Miss France, le discours de la princesse Disney, est le même discours que celui de la gueule cassée et celui de la femme dite la plus laide du monde. C'est le même discours. C'est vous qui définissez ce que vous êtes. Voilà. Et celui qui a la gueule cassée, il a même écrit un livre qui s'appelle « Own Your Face ». Je ne sais même pas comment le traduire, mais vous êtes le propriétaire de votre visage. Je ne sais pas comment dire. Bon. Alors bien sûr, je veux pas, ce sont des gens qui ont une vie difficile, etc., mais qui à aucun moment, on va les voir essayer de ressaisir leur histoire comme un mystère, comme quelque chose qui n'est pas encore élucidé,
où ils finissent en disant mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même à la limite, on a envie que quelqu'un monte sur scène et qu'il dise je n'y comprends plus rien, je n'ai aucune solution à vous donner, j'ai pas de gadget, votre vie ne sera pas meilleure après que vous m'aurez entendu, tout est terrible et tragique, voilà, rentrez chez vous, ça n'ira pas mieux. Bah voilà, non, c'est toujours yes we can. Et là encore, en fait, on est dans un storytelling qui n'est plus une vraie narration, une vraie ressaisie de l'histoire comme un drame. Ce n'est pas les confessions de Saint-Augustin, quoi. C'est vraiment une sorte de publicité de soi, voilà, de réclame de soi, avec les types de formats, le même type de passage. Et donc, il y a une destruction de la narrativité aussi dans ces lieux-là. Ouais, merci beaucoup pour l'intervention. Moi, j'avais peut-être j'ai beaucoup de questions, mais peut-être la question la plus évidente par rapport à votre intervention, c'est que j'ai l'impression qu'il y a, quand on fait une critique du numérique, il y a un peu deux écoles. Il y a une école qui est plutôt phénoménologique et qui va s'interroger sur comment est-ce que ce médium change par rapport aux médias précédents, par rapport à la télévision, par rapport aux livres, etc. Et puis l'école plus, je ne sais pas si c'est le matérialisme, mais en tout cas plus critique du capitalisme, qui va plutôt mettre l'accent sur le fait que le problème du numérique, en fait, c'est pas un problème phénoménologique, parce qu'en effet, là, on se perd en discussion de savoir est-ce que c'est une technologie de la parole, est-ce que c'est une technologie de l'image, on se rend compte que c'est peut-être un peu les deux. Mais par contre, on dit le problème, c'est que le numérique tel qu'aujourd'hui organisé est possédé par un nombre limité de boîtes. Alors, la critique du numérique qu'ils vont faire, ça va être une critique du droit à la concurrence, une critique de l'aliénation de l'individu parce qu'on lui vole ses données pour les revendre, etc. etc. Et je me demande comment est-ce que vous intégrez cette critique plutôt du capitalisme de surveillance, comme on l'appelle, dans votre critique qui jusqu'ici a été plutôt phénoménologique, j'ai l'impression. Oui, vous avez raison. C'est le parti que j'ai pris aujourd'hui. Ceux qui me connaissent un peu savent aussi que j'ai pu parler de l'autre aspect. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que dans la logique, d'une manière générale, du transhumanisme, l'idée de dire on va vous faire une prothèse qui sera meilleure que votre bras, la grande différence, c'est que la prothèse est une marchandise et qu'elle doit, après, entrer dans un système à la fois de maintenance. Donc, il y a dans le développement du monde technologique un phénomène que j'ai appelé à certains moments le technocapitalisme, c'est-à-dire le fait que ce que vous pouviez faire par vous-même, vous devez désormais l'acheter. Et le stade ultime du transhumanisme, c'est de faire en sorte que les parties du corps elles-mêmes deviennent des marchandises. Bon. Donc on peut faire une lecture à partir de la critique du capitalisme, et je vous remercie de me tourner vers cette problématique-là. Mais il faut avoir, d'une certaine façon, par rapport à ça, un coup d'avance. Parce que Internet se nourrit de la critique du capitalisme aussi. C'est ça qui est très intéressant. Au nom de... vous êtes des... Le discours, même anarchiste, anti-système, alimente en fait énormément Internet. Et je ne dis pas ça simplement parce que, justement, Internet permet ce qu'on appelle la réinformation, permet de tout d'un coup se retrouver en dehors des médias mainstream et même se retrouver avec des gens qui croient que la Terre est plate ou que le monde, que l'histoire, enfin des platistes ou des récentistes, ou que le temps est beaucoup plus historique et beaucoup plus court que ce qu'on... Voilà, on peut se retrouver avec n'importe qui, n'importe comment, et on peut se sentir d'une certaine façon beaucoup plus libre. Et c'est ça la chose qui est très intéressante, c'est qu'à l'origine d'Internet, comme vous le savez, il y a à la fois un projet qui était un projet de l'armée américaine, de faire en sorte de créer un système de communication sans centre de communication. Donc quelque chose qui est complètement délocalisé.
et pour permettre en fait que l'ordre donné par le général puisse arriver, même si on a détruit tel ou tel centre de communication. Donc il y a une origine militaire, et donc où la décentralisation se fait à partir d'une logique de commande, malgré tout. Mais en même temps, Internet a été créé dans les garages, en Californie, par des mecs qui faisaient des groupes de rock, hippies, etc. Et donc, il y a aussi une dimension libertaire. Et ce n'est pas pour rien qu'un des penseurs de la Beat Generation, je pense à Timothy Leary, qui avait fait un livre sur la démocratisation du LSD, sur des tas de choses de ce genre. Son livre s'intitulait « Politique de l'extase » est devenu après un défenseur du cyberespace, de l'hyperconnexion, etc. Donc, il y a quelque chose qui est très très ambigu, parce que aujourd'hui, on pourra dire, mais regardez, Internet, c'est ça qui permet de résister au totalitarisme chinois, puisqu'on peut, avec Internet, envoyer des informations, se filmer, se protéger, machin. Et donc, Internet est libertaire. Et de l'autre côté, quand on regarde non plus le soft, mais le hard, effectivement, le hardware, où les... Eh bien, on se dit, bah oui, mais regardez, tout passe par les GAFAM, par un langage standardisé, puisque pour que ça puisse passer de l'un à l'autre, il faut forcément que des gens définissent un type de code, etc. Et donc, ce qui est très très fort ici, c'est que ça nous montre qu'en réalité, la critique libertaire du capitalisme devient absolument plus valide. Que la critique de gauche du capitalisme ne marche plus, parce qu'elle est complètement absorbée par ce dispositif qui a le génie, en fait, d'être, dès qu'on veut le prendre en flagrant délit de tyrannie ou de domination, il nous dit, mais non, regardez, moi je suis l'ami des libertaires. Et c'est pour ça qu'on a énormément de mal c'est pour ça que cette critique, en tout cas, la critique d'Internet nous met face à un problème, nous pousse à critiquer la critique du capitalisme. Voilà. Et donc c'est pour ça que voilà, j'ai pas de solution, et je ne crois pas non plus que l'enjeu, c'est simplement de faire des communautés déconnectées. Nous, dans l'Institut que je dirige, on organise des temps de déconnexion totale. Parce que la vie communautaire, justement, fait qu'il n'y a pas de problème, ça ne nous pose pas de problème. Vous voyez. Et pourtant, on est qualifié, on est d'affreux catholiques, conservateurs, etc. Et on ne fait même pas comme tel de la simple critique du capitalisme, ce n'est pas notre problème. Cependant, on est beaucoup plus en marge, d'une certaine façon, en étant comme ça, qu'en étant, je ne sais pas moi, de la France insoumise. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une difficulté. Et puis le point aussi qui est fondamental, c'est que je suis contre la diabolisation de ces choses-là. Je pense moi comme père de famille, je vois que je mène une guerre contre les écrans par rapport aux enfants, ça c'est sûr. Et c'est extrêmement dur. Et c'est d'autant plus dur que je n'ai pas du tout le même rapport aux écrans, parce que je pense à ce que disait Michel Serres en disant « mais c'est merveilleux, Internet, autrefois je mettais du temps à chercher une citation de Virgile, maintenant je... » Oui, mais mon gars, toi tu as lu Virgile avant d'utiliser Internet. Ah oui, c'est très bien une fois qu'on a lu Virgile. Mais ceux qui sont directement plongés là-dedans, ils ne lisent pas Virgile. Donc, je ne veux pas le diaboliser, parce que moi j'en fais un usage, justement, qui est fondé en fait sur une culture classique, et qui fait que c'est un instrument qui me donne une forme d'agilité, c'est vrai, dans la pensée, dans la sollicitation des sources, dans la vérification de choses. Par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est d'ailleurs dans mon prochain livre qui va sortir le 13 mai, là, Écologie tragique. J'ai retraduit tous les textes qui venaient du latin. Or, tous les textes latins, je les ai trouvés sur Internet. Et à la fin du livre, je dis, tous les textes dont je ne donne pas une édition, je les ai traduits directement
du latin. Et je dis que Internet est un instrument formidable pour recouvrer l'Antiquité. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous avez le site de Philippe Remacle, qui est un site remarquable, où vous avez à disposition des textes grecs et latins. Et où que je sois, voilà, je reviens là de Madrid, voilà, dès que je suis dans l'aéroport, je veux lire Aoulou Guelleh ou alors un texte de Plutarque, hop. Oui, mais il s'est passé quand même quelque chose, vous voyez. Donc c'est pour ça que voilà, il y a une difficulté. Maintenant, et puis bon, après, on n'a pas parlé non plus, au-delà du capitalisme, on pourrait aussi faire une critique écologique, c'est-à-dire de voir que ce dispositif est aussi un dispositif qui dévore un nombre d'énergies incroyable. Et donc ça aussi, tout ça est en même temps extrêmement fragile, ça il faut le savoir. Et donc voilà, tout peut basculer aussi très rapidement. Il y avait une autre question, je crois, non? Oui, pardon. Je reviens peut-être un petit peu en arrière, mais vous n'avez pas abordé la question du symbole. Et oui. Qui a évidemment une grande importance dans les religions en particulier. Mais le symbole, il est quand même de l'ordre de l'image, de l'ordre de la vision. Alors comment est-ce que vous l'articulez dans ce sens-là, dans votre démarche? Non. Non. On ne peut pas réduire le symbole à l'image parce que le symbole relève du signe conventionnel aussi. Donc il est plus proche de l'écriture. On pourrait dire que le symbole est intermédiaire entre l'écriture et l'image. Quand je fais du lion le symbole de la force, pour ainsi dire, il ne s'agit plus de produire un lion, en fait. Enfin, le lion dit autre chose que lui-même. Et ça, c'est une possibilité, cette possibilité du signe symbolique, en fait, c'est une possibilité qui est intimement liée à la parole. Ensuite, la deuxième chose, c'est que le symbole, à l'origine, est aussi une manière de mettre deux personnes en relation. Hein. C'est un signe de reconnaissance, hein, le symbole. Et donc, il est toujours le symbole conventionnel d'une communauté ou d'un certain type de rapport au monde. Vous avez le signe plus, pour certains, c'est la croix du Christ, pour d'autres, c'est l'addition, vous voyez, tout simplement. Se voir, c'est le signe du transhumanisme, j'en sais rien. Voilà, l'homme augmenté. Et donc, en plus, on voit bien qu'on n'est pas simplement dans de l'image. Il y a quelque chose qui relève de ce qu'on pourrait appeler déjà un vocabulaire. Mais attention, la critique que j'ai faite de l'image, ce n'est pas une critique de l'image comme telle, parce qu'il peut y avoir un rapport à l'image où on écoute l'image. C'est ça ce que je veux dire. Et le rapport symbolique, à mon avis, est un rapport d'écoute de ce que l'on voit. Donc c'est une manière de ressaisir ce que l'on voit, toujours dans quelque chose qui relève de la parole. Alors qu'à l'inverse, on peut avoir un rapport auriculaire, mais qui est dans la même, dans une, ce que j'appellerais, c'est un terme freudien, dans une pulsion scopique. C'est-à-dire le but, c'est de tout voir, mais par l'oreille, c'est trop difficile. Et ça, c'est par exemple, c'est le ragot, vous voyez, la médisance, il y a un truc qui est de ce côté-là. Et un voyeurisme de l'oreille, quoi. Voilà, c'est possible aussi. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les choses au sens où le visible est mauvais et l'audible est bon, c'est pas ce que je veux dire. Mais est-ce qu'on est dans un rapport d'écoute et de parole aux choses, soit que l'on voit, soit que l'on entend, soit que l'on sent, que l'on goûte, voilà. Le vin. Voilà, parlons du goût, par exemple. Hein.
Mais le vin, le bon vin est celui qui suscite des paroles, avant tout. Oui, merci, bonsoir. Je me demandais, est-ce que cet aspect numérique des choses ne serait pas un des moyens de se protéger, d'éviter de se dévoiler, en fait de mieux gérer cette pudeur peut-être profonde qu'on maîtrise pas ou qu'on serait mal à l'aise avec. Oui, vous avez raison. Je pense que il y a un attrait, il y a un engouement quand même assez phénoménal pour. C'est-à-dire que, comme je disais, je gère davantage mon apparition. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que je suis très très vite dans des formats qui me sont imposés. Et je ne peux pas faire semblant qu'il n'y a pas de format. Voilà. Et à la fin, finalement, tout le monde ressemble à tout le monde. Les modes de production de soi deviennent presque toujours les mêmes. Bon, ça, c'est le problème de ce formatage. Effectivement, vous touchez à un point qui est assez fondamental, c'est la question de la pudeur. La pudeur, est relative, si on la prend vraiment au sens le plus large du terme, hein, pas simplement dans la question érotique, voilà, ça c'est... Mais l'aidos, vraiment chez les Grecs, c'est vraiment une vertu fondamentale avec la justice, hein, justice et pudeur. Et effectivement, c'est comment est-ce que j'apparais à l'autre. Voilà. Et comment j'arrive à maintenir toujours la juste distance, la bonne manière de me présenter, c'est-à-dire me présenter de telle sorte qu'aussi je puisse laisser place à l'autre, que je ne suis pas dans un rapport de séduction, que je ne me laisse pas aussi, je ne deviens pas moi-même une proie, etc. Bon, voilà. Et donc, c'est un enjeu fondamental. Et quand on est en présence physique devant quelqu'un, bien effectivement, mon corps me présente de telle sorte que je ne le vois pas. C'est ça qui est très intéressant. Vous voyez mon visage, mais moi, je ne vois pas mon visage en ce moment. Je ne sais pas comment sont mes cheveux, je crois que je ne suis pas très bien coiffé aujourd'hui. Mais... ouais, on fait des signes. Mais enfin bon, bref, je ne sais pas. Le visage, par définition, s'offre à l'autre et je ne le vois pas. Et puis, mon corps, en plus, je ne l'ai pas choisi. Hein, je veux dire, c'est une manière d'apparaître qui ne dépend pas de ma liberté. Je suis libre sur les vêtements, mais il y a beaucoup de choses que Et c'est la différence entre un être qui serait purement spirituel. Parce que ce qui est en moi, par exemple, mon esprit, ce qui est dans mon esprit, je décide de le dire ou de ne pas le dire, de le faire apparaître ou de ne pas le faire apparaître. Ça, je suis libre. Vous voyez, je suis libre de mon apparition. Mais mon corps, il apparaît malgré moi. Donc, un ange produit librement son apparition. Et qu'il y ait quelque chose une promesse angélique dans l'Internet, effectivement, c'est-à-dire j'apparais comme je veux, quand je veux, je me retire du jeu quand je veux. Oui, bien sûr. Et ça montre là un point fondamental qui est, et j'en ai pas encore parlé parce que c'est un autre aspect de la critique qu'on n'a pas fait, la critique phénoménologique, la critique capitaliste, mais aussi une critique qui serait une critique que j'appellerais peut-être, je sais pas, plus peut-être nietzschéenne aussi, enfin sur la question du rapport à la chair et au corps. Pourquoi il y a un ressentiment à l'égard du corps? Pourquoi est-ce qu'on est dans une condamnation du corps d'une certaine façon? Parce que mon corps ne correspond pas à ce que moi je pourrais idéaliser de mon apparition. Voilà. Donc, mon corps, c'est pas moi. C'est mon corps, mais c'est pas moi. Voilà. Et toujours la question, hein, c'est cet écart-là. Alors que là, j'ai un espace où on me dit, ben voilà, tu vas te produire comme tu veux.
Alors je dis, il y a des formats, etc. Et donc ça aussi, c'est une promesse, mais ça aboutit en fait à la question de la perte complète, enfin, du refus non seulement de ce mystère du corps donné que je n'ai pas choisi, donc le fait d'assumer ce que certains appelleront une facticité, un fait, c'est ça, hein, de mon corps, que je n'ai pas fait moi-même, que je n'ai pas fabriqué. Et de l'autre côté aussi, le fait de sortir complètement de la question de la pudeur. Parce que ce n'est pas qu'on est beaucoup plus pudique, c'est qu'on est hors pudeur. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce dispositif. Je me produis comme je veux, mais aussi je peux balancer avec une violence que je ne me permettrai absolument pas en vis-à-vis. Et donc, ça montre bien qu'il y a une sorte d'hyper-pudeur ou d'ultra-pudeur qui se transforme, qui se retourne en infra-pudeur, si j'ose dire, en permanence sur Internet. Qui à la fin, quand on regarde un forum ou un truc, on a l'impression, ça ressemble à ce qu'on lit dans les pissotières, quoi. Vous voyez, la même vulgarité, la même, parfois la violence, parfois la... Voilà. Et oui, alors là, il y a tout d'un coup cette sorte d'univocité, en fait, qui est problématique, oui. Merci Fabrice. Voilà, nous touchons au terme de notre soirée. Merci à tous pour votre attention, merci pour vos questions. Bonne soirée et n'oubliez pas que vous êtes intelligents. Merci Gendrik.